Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'on a quand même eu un bel aperçu là, de plusieurs choses qui se font. J'appelle Nelly Niwa, qui est la directrice du Centre de compétences en durabilité, avec lequel on forme cette fameuse plateforme. Donc peut-être, Nelly, je te laisse dire 2 mots sur ce centre de compétences de l'UNIL. Oui. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter. Je vais vous dire quelques mots du centre de durabilité. L'idée, c'est pas maintenant de faire une présentation exhaustive de ce centre, mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un service de la direction de l'UNIL qui est à votre service, que vous soyez étudiant, professeur, chercheur, collaborateur de l'UNIL et aussi acteur ou actrice de la société. Donc c'est vraiment cette dimension de service qui est aussi important au centre de durabilité. Et puis plus précisément, on a 3 missions principales. La première mission, c'est de stimuler la recherche interdisciplinaire sur les questions de durabilité. Donc c'est d'accompagner, de coordonner la recherche, de soutenir aussi, ça peut être d'aider à rédiger des propositions de recherche, de faire se rencontrer les chercheurs et les chercheuses sur ces questions-là. Et ensuite, le deuxième pôle du centre de durabilité concerne l'enseignement, ou plus généralement la formation. L'enseignement au sein de notre université, notre objectif, c'est de faire qu'aucun ou qu'aucune étudiante de l'UNIL ne sorte sans un bagage de base sur la durabilité. Donc ça demande d'intégrer cette durabilité dans des cursus qui sont souvent déjà bien remplis. Ça demande aussi, on parlait tout à l'heure des questions d'éco-anxiété, de faire aussi un soutien à ces questions d'éco-anxiété. Donc on a aussi tout un service, enfin tout un pan du pôle du centre de durabilité qui est lié à finalement traiter de ces questions d'éco-anxiété. Je parlais de formation, il y a bien sûr l'enseignement à l'intérieur de l'université, mais il y a aussi tout ce qui est formation continue, et là on est en train de développer des contenus visant à donner au plus grand nombre, là aussi des contenus de base sur la durabilité, mais plutôt pour les acteurs à l'externe de l'université. J'en viens maintenant au 3e pôle du centre de durabilité, qui est de travailler sur la relation à la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise ensemble cette transition écologique. Et donc le centre de durabilité a de nombreux partenariats avec des acteurs et actrices de terrain, que ce soit des administrations ou des associations. Nous avons aussi un programme de recherche qui s'appelle Volte-Face, qui stimule la recherche-action, la recherche collaborative avec le terrain, pour travailler ensemble à construire cette transition écologique. Voilà, je m'arrêterai là sur la présentation du centre de durabilité. Et je finirai juste par dire que, comme vous pouvez le voir, en fait, cette plateforme s'inscrit vraiment dans les missions du centre de durabilité. Donc nous sommes très heureux de pouvoir la co-construire ensemble ce soir et dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Nelly. Et tu vas revenir, parce que on se passe la parole. Donc en fait, finalement, les objectifs de cette fameuse plateforme, c'est quoi ? C'est valoriser l'existant, transmettre les connaissances. Vous l'avez vu, on va encore en montrer quelques exemples. Il y a des initiatives qui sont faites. On n'a pas attendu l'arrivée de la durabilité au décanat, on n'a pas attendu cette plateforme pour que les initiatives soient prises. Vous avez vu qu'il y a déjà tout un terreau de gens qui travaillent. Mais notre idée, c'est de fédérer tout ça pour décupler l'énergie que ça donne. Donc on veut mettre en réseau les chercheurs, les praticiens, les étudiants, etc., toutes les personnes intéressées par les liens durabilité-santé. On veut visibiliser et faciliter l'accès à ces choses. Ce n'est pas toujours si facile. C'est quand même, tout le monde sait en gros ce que c'est que le réchauffement climatique, mais après, quand il faut aller un peu plus dans les détails, ce n'est pas si facile. Et là, on a l'accès à des professionnels. Moi, j'aimerais peut-être juste montrer encore, pour quand même garder un message positif dans toute cette... un autre message positif, encore d'autres messages positifs dans ce symposium, c'est quand même vous montrer, par exemple, les différentes choses qui sont déjà faites spontanément. Et je ne suis pas exhaustif, donc je prie ceux dans la faculté de biologie et médecine que je n'aurais pas cité de bien vouloir m'excuser, mais vous en faites pas, votre tour viendra. On sera ravis de vous avoir avec nous. Mais par exemple, Nicolas Desmartines est collaboratrice en chirurgie. Et bien la chirurgie, ils ont fait un gros travail qu'ils ont publié récemment dans la revue médicale suisse, très bien pensé, où ils ont parlé des 5 R, repenser, réduire, rechercher, recycler, réutiliser. Et vraiment, ils ont fait un effort important pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent améliorer les postes. 2 exemples, tout bêtes, les fameuses charlottes qu'on met sur la tête, maintenant sont en papier, ils les jettent. C'est des dizaines de milliers de charlottes par année. On pourrait revenir aux charlottes en tissu.
et c'est beaucoup plus durable, on ne les jette pas. Les déchets, vous savez que dans un bloc opératoire, il y a énormément de déchets, et ces déchets, certains, mais une minorité d'entre eux doivent être détruits de manière extrêmement active, incinérés, etc. Ça consomme beaucoup de choses. Mais finalement, par paresse, souvent, on met tout dans cette poubelle spéciale alors qu'il y a plein de tri qui pourraient se faire. C'est des petits exemples. Mais c'est important, les gaz anesthésiants, par exemple, certains gaz anesthésiants ont un effet de serre qui est 2000 fois plus puissant que le CO2. Donc là aussi, il y a des réflexions à avoir. Complètement différent, mais toujours dans cette faculté, Bogdan Draganski, neurologue, département des neurosciences cliniques, adossé à cette fameuse cohorte de Colosses, qui est bien connue à Lausanne, cette cohorte populationnelle, en fait, a montré à Lausanne, ici vous avez la carte de Lausanne, qu'en rouge, c'est des gens particulièrement angoissés, en bleu, particulièrement déprimés, et vous voyez que ça corrèle avec les plus forts taux de pollution ici en noir et les endroits où il y a le moins d'arbres dans la ville de Lausanne. Bien entendu, il y a des facteurs, il faut corriger pour les facteurs éventuels, faire une analyse multivariée, c'est clair, mais c'est quand même un travail dont il m'a assuré que c'est assez solide. Et voilà, c'est quand même des choses à réfléchir. C'est un sujet de recherche. Il y a d'autres choses. Qui auraient pensé que les radiologues s'intéressent finalement à ces aspects-là? Par essence, on se dit que c'est une discipline où on va consommer énormément d'énergie. Eh bien, à l'initiative de Matthias Stuber, avec Alban Denis et beaucoup de collaborateurs en radiologie, ils ont obtenu un RECIP, qui est un fonds national extrêmement compétitif, pour obtenir une IRM 0,5 Tesla. Alors, dans les IRM, les Tesla, ça n'a rien à voir avec la voiture électrique. C'est une mesure électromagnétique. Et en fait, depuis que je suis neurologue, j'ai toujours vu une inflation dans les Tesla. Il fallait toujours avoir une IRM qui avait plus de Tesla que celle de son voisin. Et là, ils ont complètement pris le pied contraire. Ils ont pris une IRM à 0,5 Tesla, alors que nous, en général, on a dit 3 Tesla. Mais grâce aux progrès techniques qui ont été faits, eh bien, ils sont capables, ils sont en train d'étudier avec cette IRM 0,5 Tesla tout ce qu'on pourrait faire finalement sur une simple IRM comme ça, et donc économiser énormément d'énergie. Ça, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle le cycle de vie. C'est un travail qui a été fait par Tiffaine Charmillot avec Julien Castioni et Suren Erkman en écologie industrielle. Alors, c'est quoi ça? C'est un petit gobelet qui est utilisé pour distribuer les médicaments à tous les patients du CHUV. C'est l'objet le plus acheté par année au CHUV. 1 344 000 petits gobelets comme ça sont achetés, puis jetés. Et en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est très bien fait parce qu'ils ont vraiment analysé depuis la production, le transport, l'utilisation et la destruction de ce petit objet. Finalement, ils ont analysé son cycle de vie et constaté que pour 1 344 000 de ces petits gobelets en plastique comme on les utilise maintenant, ça consomme quand même 12 tonnes de CO2 par année, ou d'équivalent CO2 par an, alors que si on prenait un gobelet papier, ce qui ne fait absolument aucune différence pour les patients, on diminue ça de 6 fois. Ce n'est pas négligeable, c'est un exemple aussi qui vient du terrain. Et puis finalement, évidemment, last but not least, le CHUV lui-même maintenant se dote d'un agenda assez ambitieux, l'agenda 2030, respect de l'environnement, ressources naturelles, ressources énergétiques, pratiques cliniques responsables. Là aussi, le CHUV va devoir se pencher sur tout ce qui est mobilité, mais aussi dans les congrès, etc., pour répondre à une des questions qui avait été posée précédemment. Donc, en fait, si je vous montre tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, et je pense que c'est réjouissant, il y a beaucoup d'initiatives bottom-up, mais ce qui nous paraît particulièrement important, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse mettre notre énergie et choisir des initiatives dans des choses qui sont impactantes et pas faire une sorte de, entre guillemets, greenwashing involontaire, complètement involontaire, parce que les gens sont animés vraiment de bonnes intentions. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est une des choses qui vous montre pourquoi c'est vraiment important de pouvoir s'adosser à des professionnels dans le centre de compétences en durabilité, parce que finalement, nous, on est des soignants, des médecins, des biologistes, mais on n'est pas des climatologues ou des ingénieurs de l'environnement. Un autre aspect très important de la plateforme, et c'est là qu'on va mettre un accent majeur dans les mois qui viennent, c'est l'enseignement. Effectivement, on aimerait introduire dans l'enseignement prégradué la possibilité de transmettre aux étudiants, dès la première année, un vocabulaire de base sur ce que sont ces enjeux, parce que ça va les accompagner toute leur vie, les notions de santé planétaire, de système de santé durable. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas juste leur donner un module, puis après, ils se dépêchent de l'oublier, puis on passe à la section suivante. Ce qu'on veut, c'est leur donner ce vocabulaire au départ, puis après, le décliner
tout au long des 6 ans de médecine ou des 5 ans de biologie ou des études d'infirmière, puisqu'on a aussi l'Institut universitaire de formation en recherche en soins au sein de la faculté de biologie et médecine, pour que les profs eux-mêmes réfléchissent au contenu de leurs cours et commencent à le modifier. Mais ce n'est pas facile. J'ai moi-même réfléchi à mes cours, ce n'est pas très simple à faire. Et là aussi, le Centre de compétences en durabilité sera là pour nous aider. Cette plateforme sera là pour justement essayer d'être transformant dans les cours qu'on donne. Et j'y vois un cercle extrêmement vertueux, parce que d'une part, on va permettre aux étudiants d'être formés là-dedans, et puis d'autre part, les profs, ceux qui sont finalement, entre guillemets, au pouvoir, qui sont aux manettes maintenant, vont être obligés de se remettre en question. Donc ça va donner un effet accélérateur à la prise de conscience de ces nouvelles données environnementales. Voilà. Le dire aussi, quand même, c'est important qu'on le fait évidemment avec mon collègue vice-doyen Patrick Bodenman et toutes les écoles de biologie, de médecine. C'est un gros travail, c'est un gros chantier, mais on a commencé et je pense que là aussi ça va être quelque chose d'assez motivant. Sachez aussi que tous les profs de la faculté vont recevoir une petite enquête pour savoir déjà qui donne déjà des cours dans ce domaine, parce qu'il y en a qui le font et on ne le sait pas. Et puis, parmi ceux qui ne le font pas, qui seraient intéressés à le faire. Et après, on organisera des modules pour savoir comment former les gens. Voilà, je repasse pour le troisième objectif de la plateforme La Parole à Nelly Niouin. Merci beaucoup. J'en viens du coup au troisième objectif de la plateforme, qui est de développer une réflexion systémique sur la durabilité du système de santé. Donc ça va se faire par des instruments traditionnels qu'on utilise dans la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire. Donc accompagner, je vous disais accompagner, ça peut être accompagner l'écriture de projets, coordonner des ouvrages, des articles scientifiques, ça peut être déjà se faire rencontrer les chercheurs et les chercheuses. Et il y a plein d'autres choses, il y a plein de petits points, parce qu'on attend aussi que vous nous disiez, vous, ce que vous aimeriez aussi qu'on puisse faire sur ces questions dans la plateforme. Mais pour stimuler cette réflexion systémique sur la durabilité, il me semblait important de prendre juste un petit moment maintenant pour préciser qu'est-ce qu'on entend par durabilité, parce que souvent on a des représentations qui peuvent être assez différentes de ces conceptions-là. Et donc je tenais à vous présenter vraiment très très rapidement et en quelques secondes en fait, ce concept du donut qui est pour nous, en fait, c'est le concept qu'on utilise au Centre de durabilité pour un peu expliquer et rendre visible ce qu'on entend par durabilité. Donc ce donut, en fait, c'est une représentation qui a été proposée par Kate Raworth, qui est une économiste anglaise en 2017. Et cette représentation, vous comprenez qu'elle ressemble à un donut, mais qu'en fait, elle figure plusieurs choses. La première chose que vous voyez avec la flèche, c'est un plancher social. Ce plancher social, il reprend une grande partie des objectifs du développement durable que vous connaissez, des Nations Unies. Et l'idée, c'est de se dire que la vision d'une société durable, c'est que toutes et tous, partout dans le monde, on arrive à un plancher social minimal qui concerne aussi bien l'accès à l'eau, la nourriture, l'accès à un revenu décent, à une éducation, avoir une voix aussi au niveau démocratie, avoir des emplois, avoir un accès à l'énergie, être dans une société qui soit équitable, et aussi avoir un accès aux soins, à la santé. Donc ça devrait être un plancher social qui devrait être garanti à toutes et tous pour vivre bien. Mais ce n'est pas uniquement vivre bien, c'est vivre bien en respectant les limites planétaires. Et c'est ce que vous voyez en fait dans la partie supérieure, intitulée plafond environnemental. Et l'idée, c'est de vivre bien en respectant ces limites planétaires. Ces limites planétaires, c'est quoi? C'est des seuils qui ont été fixés par des chercheurs et des chercheuses qui quantifient pour un certain nombre de domaines. Vous connaissez, on a tous entendu parler du dérèglement climatique, mais c'en est une parmi d'autres. On travaille beaucoup sur... Enfin, on entend beaucoup parler de celle-ci, mais il y en a d'autres qui peuvent être même plus préoccupantes, comme la perte de la biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans la description de toutes ces limites planétaires, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Et l'objectif, comme vous voyez dans le petit graphique en araignée ici, c'est de rester en fait dans la zone sûre. Donc de ne pas passer en fait, dans la zone rouge. Vous voyez qu'il y a un certain nombre déjà de limites qui sont franchies. Et le problème, si on franchit ces lignes, c'est qu'on va perturber le fonctionnement de la biosphère et donc du coup remettre en question enfin, les conditions d'habitabilité sur Terre. Donc l'objectif, c'est de vivre bien en respectant ces limites planétaires. Et l'intérêt du donut aussi, c'est de dire que l'économie n'est pas un objectif en soi, mais l'économie est au service de vivre bien
en respectant ses limites planétaires. Et ce qui est intéressant aussi dans le donut, c'est de voir les interrelations qu'on commence à montrer entre climat, biodiversité, santé, etc. L'économiste qui est Trevor le décrit, enfin, dit que finalement, il faudrait mettre en fait, tous les liens entre les différents domaines pour avoir vraiment une vision systémique. Ça ressemblerait sans doute à un plat de spaghettis, mais l'idée, c'est vraiment de montrer ces interrelations, et la représentation du donut permet cela. Et puis, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est finalement avoir une vision, la représentation systémique de la durabilité, puis avoir aussi une vision systémique d'un système de santé durable. Là, je passe très très vite parce que c'est une slide qu'a présenté le professeur Nicolas Sen précédemment, mais c'est de dire qu'il va falloir se questionner au niveau de la société. Qu'est-ce que c'est être en bonne santé aujourd'hui, au niveau des systèmes de santé, au niveau de l'aspect clinique et des soins, comment on peut adapter ces pratiques de soins, et puis aussi, bien entendu, comment l'infrastructure elle-même de santé peut être améliorée en termes d'efficacité environnementale. Mais de dire qu'on est à tous ces niveaux de réflexion, qui sont vraiment tous complémentaires et importants. Et puis, c'est développer cette réflexion systémique, ça va être fait au sein de cette plateforme durabilité et santé, mais ça doit se faire aussi avec d'autres. Et là, je voulais vous montrer comment il y aurait aussi l'opportunité de collaborer avec les autres pôles et observatoires de l'université. Là, c'est une représentation pas encore exhaustive de tous les autres centres et pôles qui ressemblent un peu à ce qu'on est en train de lancer ce soir et avec qui il pourrait y avoir d'étroites relations. Alors, ils ont tous des noms un petit peu obscurs, donc je vais essayer de vous les décrire rapidement. Il y a par exemple toute une réflexion qui se montre autour de l'agroécologie, de l'agriculture, de l'alimentation, FGSE. Il y a l'UVEMA, l'Observatoire du vélo et des mobilités actives, qui a été lancé il y a 2 ans. Il y a le PEC, c'est le pôle environnement et climat de la faculté de droit, sciences politiques, faculté de droit, sciences criminelles et administration publique. Je vais y arriver. Tout ce qui est aménagement du territoire, on l'a en FGSE avec 2 entités qui travaillent sur les villes durables. Sur les questions d'économie, il y a IFORES qui est entre HEC, l'IMD et le PFL, et il y a aussi un pôle qui se développe en HEC sur ces réflexions autour de l'économie. On a lancé il y a 2 semaines l'ORIA, l'Observatoire des récits et des imaginaires sur les questions de durabilité. Il y a aussi des pôles qui sont pour l'instant pas reliés directement aux questions de durabilité, qui sont le NCCR Lives, qui travaille sur les parcours de vie, les vulnérabilités, et la plage, qui travaille sur les questions d'équité de genre. On a lancé aussi l'Observatoire de la biodiversité, pour l'instant sur le campus de l'UNIL, mais qui va se développer. Et puis, on peut aussi noter le CIRM, qui travaille sur la montagne, et aussi en abordant les questions de durabilité, et climat, qui se centre spécifiquement sur les questions de dérèglement climatique. Donc, vous voyez, on a la chance d'être dans une institution où on a presque des pôles observatoires sur toutes les dimensions du donut. C'est une grande chance. Je ne suis pas sûre que ça existe dans d'autres universités. C'est une grande chance, mais c'est aussi une grande responsabilité parce qu'on a l'opportunité, je pense, à l'Université de Lausanne de vraiment amener une pierre conséquente à l'édifice de la transition écologique. Mais du coup, on a cette constellation qui pourrait nous permettre de le faire. Donc voilà, et au milieu, la plateforme que nous avons lancée aujourd'hui. Je reviens maintenant à des aspects beaucoup plus concrets et terre à terre, avec un organigramme qui est encore en élaboration. Mais en gros, pour vous montrer un peu comment va fonctionner cette plateforme, donc du coup, il y a un comité de direction composé par les principaux interlocuteurs, on va dire, que vous avez rencontrés ce soir, plus un groupe de coordination avec Julia González Olguera et Nicolas Berly. À chaque fois, ces entités, il y a des représentations donc, de la FBM et du Centre de compétences en durabilité. Ce pôle, en fait, en vert, va travailler donc, sur un axe de formation, un axe de recherche, un axe de relation à la société. Il sera aidé et appuyé par un conseil d'orientation scientifique. Donc il sera composé d'experts UNIL et aussi d'experts externes. Et puis, il y aura aussi un autre organe qui est très important et sans doute le plus important, qui est cette communauté de la plateforme. Cette communauté, ça peut être vous, chercheurs, chercheuses, vous, étudiantes, étudiantes, enseignants, enseignantes, citoyennes, acteurs politiques, acteurs associatifs,
qui constituerait cette communauté. Et puis, cette communauté, c'est celle qui va permettre de faire vivre le centre. Donc, on ne peut que vous inviter à vous inscrire. Vous pouvez tester depuis vos téléphones déjà, si vous pouvez accéder déjà au formulaire pour vous inscrire déjà maintenant. Et puis sinon, on vous renverra un mail avec toutes ces données pour que vous puissiez vous inscrire. Ça vous permettra d'être au courant en fait, de tout ce qui va se passer dans le centre, mais aussi de nous dire ce que vous aimeriez qui se passe en fait, dans cette plateforme. Donc il ne faudra pas hésiter à utiliser ce formulaire pour aussi nous faire part de vos besoins. Et si vous trépignez d'impatience, vous pourrez même le faire maintenant, parce qu'on a un petit moment de questions, de suggestions. Donc n'hésitez pas à lever la main et nous dire ce que vous aimeriez aussi que l'on fasse dans cette plateforme. Voilà.